Bonjour à tous, merci d'être présents aujourd'hui. Je suis accompagnée d'Antoine Dedieu qui va présenter également ce webinaire avec moi, qui est chef de projet valorisation, et je suis Sophie Cornoux, responsable valorisation chez Refashion. On est là pour parler et vous présenter les différents dispositifs, les objectifs du nouvel agrément sur la période 2023-2028. Alors, sachez, en préambule, je vous dis, vous aurez accès à cette présentation. Il y a beaucoup d'informations qui sont données, il y a beaucoup de chiffres également. Donc, ne vous inquiétez pas, on vous enverra la présentation à l'issue du webinaire. Il y aura également un replay du webinaire qui sera envoyé. Et puis, on prévoit un temps de questions-réponses à la fin de 15 minutes à peu près. N'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure si vous en avez dans le chat. Et puis, on prendra un petit temps pour y répondre. Et bien sûr, si on n'a pas le temps de répondre à toutes les questions, on reviendra à l'issue du webinaire. On vous enverra les réponses à vos questions qui n'auraient pas pu être traitées. Donc, on commence avec ce schéma qui représente très bien l'écosystème de Refashion. Donc, c'est important de passer un petit peu de temps dessus. Vous pouvez voir qu'il y a beaucoup de parties prenantes avec lesquelles on est amené à travailler, avec lesquelles on a l'habitude de travailler depuis longtemps maintenant. Refashion, on est donc l'éco-organisme de la filière textile, linge de maison et chaussures depuis 2008. Et on travaille avec différentes parties prenantes pour mener à bien nos missions et nos objectifs. Ce que vous pouvez voir déjà tout en haut, ce sont les metteurs en marché. Donc, les metteurs en marché, c'est un terme qui regroupe plusieurs acteurs. C'est à la fois des marques, des entreprises, des fabricants qui vont commercialiser des produits textiles et chaussures et qui doivent pourvoir ou éco-contribuer à la fin de vie de leurs produits. Ça, c'est le principe de la REP, donc responsabilité élargie du producteur, qui va encadrer en fait tout le dispositif. Ce qui est important de comprendre, c'est que ça part des metteurs en marché. Ce sont les metteurs en marché qui déclarent leur quantité mise en marché et qui vont verser à l'éco-organisme Refashion la contribution qui en découle. Donc, les metteurs en marché sont nos adhérents et ce sont les uniques contributeurs. L'ensemble du dispositif qu'on va vous présenter de différentes façons est financé par les metteurs en marché aujourd'hui. On travaille bien sûr avec les pouvoirs publics parce que ce sont les pouvoirs publics qui nous fournissent l'agrément pour pouvoir mener à bien notre mission. Donc, on dépend à la fois du ministère de la Transition écologique avec la DGPR et du ministère des Finances avec la DGE. Et on vient en fait, à partir de la collecte des contributions financières des metteurs en marché, on va venir mettre en place et financer l'ensemble du dispositif. Donc, à la fois, on va venir soutenir financièrement les opérateurs de tri qui sont conventionnés par l'éco-organisme. On va venir accompagner les collectivités locales qui nous aident à venir sensibiliser le citoyen sur différentes actions. On a également une partie des contributions financières qui sont allouées à des projets d'innovation, R&D, expérimentation. Donc, on vous en reparlera en détail tout à l'heure. Et puis, il y a d'autres types d'acteurs qui sont nouveaux aussi dans l'écosystème et qu'on vient accompagner avec des nouveaux dispositifs, les réparateurs et l'ensemble des acteurs de l'économie sociale et solidaire. Donc aujourd'hui, on a identifié 4 défis majeurs qu'il faut relever tous ensemble, nous, l'éco-organisme, mais aussi tous les acteurs de la filière. Et les défis sont les 4 suivants. Donc déjà, il y a un durcissement du cadre législatif, à la fois en France, mais également en Europe. Et c'est à partir de ce cadre législatif qu'on va venir mettre en place toutes nos actions. On constate aussi une accélération des changements de comportement, donc à peu près sur toutes les parties prenantes, mais bien évidemment également vers le consommateur, le citoyen. Une pression croissante de l'opinion publique qui nous demande, et heureusement d'une certaine façon, qui demande au secteur, à la filière de s'engager davantage vers l'économie circulaire. Et enfin, une transition circulaire des marques qui est déjà en marche depuis un moment et qui continue et qui s'accélère. Sur cette frise, vous pouvez constater les différentes périodes d'agrément que l'éco-organisme Refashion a eu en fait depuis la création en 2008. Et vous pouvez constater donc on est entré dans cette nouvelle période d'agrément depuis janvier 2023 et qui s'étale en fait jusqu'à 2028. Il ne s'agit pas ici de parler de révolution de la filière,
tout à fait, bien qu'il y ait des grands changements et qu'on va y revenir dessus. Mais on est plutôt sur un renforcement de notre dispositif sur les 3 phases du cycle de vie du produit, qui sont la production, la consommation et la régénération. Du coup, pour financer tout ce dispositif sur toute la période, donc de 2023 à 2028, ça va être 1,2 milliard d'euros qui vont être investis pour soutenir toute cette transition. Et c'est 1,2 milliard d'euros qui vont être investis par les metteurs en marché en totalité. Il n'y a pas d'argent des pouvoirs publics, c'est par les éco-contributions payées par les metteurs en marché tous les ans que l'ensemble du dispositif va être financé. Pour faire face à tous les changements et tous les projets qui doivent être mis en place, le budget de ReFashion va croître énormément avec une tendance de plus 26% par an sur toute la période. Il a déjà cru cette année où on atteint un budget déjà de 92 millions d'euros pour atteindre quasiment 300 millions d'euros en fin d'agrément. Cette hausse du budget implique un effort assez colossal qui est demandé aux metteurs en marché. Ça se reflète du coup dans les éco-contributions puisque c'est par ce biais-là qu'ils vont financer le dispositif. À titre d'exemple, sur une éco-contribution moyenne pour un t-shirt, en 2023, elle était de 2 centimes 20 et elle va atteindre en fin d'agrément une contribution moyenne de 7 centimes 8. Cette augmentation, on va la retrouver dans toutes les catégories de produits qui sont assujettis à la REP TLC. On le retrouve également sur les chaussures, par exemple, de type stickers, qui va passer de 8 centimes 4 à 26 centimes 4, ou également sur le linge de maison, avec une éco-contribution qui passe de 3 centimes 2 sur les têtes d'oreiller pour atteindre 10 centimes 1 en fin d'agrément. Donc, sur ce slide, vous voyez, il y a beaucoup d'informations. C'est pour ça que ce sera bien pour chacun d'entre vous que vous puissiez aussi la relire à tête reposée après. Cette slide présente en fait les objectifs qui sont relevés par le cahier des charges, hein, qui sont imposés par le cahier des charges de la filière sur l'ensemble, sur les 3 phases du cycle de vie du produit. Donc, on va les balayer. En fait, là, assez rapidement, on reviendra dessus point par point à la suite de la présentation. Donc, déjà, sur la partie production, donc, il y a un développement des éco-modulations avec la mise en place de primes et pénalités qui sont fléchées par le cahier des charges dès la conception des produits. Elles sont au nombre de 3 et elles sont cumulables, ce qui est bénéfique pour les metteurs en marché. Il y a une éco-modulation qui était déjà existante, qui est la durabilité. La deuxième, c'est l'incorporation de matières recyclées avec des nouvelles conditions de proximité. Et la troisième, ce sont l'instauration de labels environnementaux au nombre de 8 qui constituent cette troisième éco-modulation. Sur la consommation, la grande nouveauté à ce niveau-là, c'est la mise en place d'un fonds réparation. Ici, la mission, c'est vraiment d'encourager le consommateur français à faire réparer ses produits TLC. Et donc, le fonds réparation va s'adresser à tout réparateur, mais aussi à des distributeurs. On y reviendra tout à l'heure. Il y a un objectif chiffré qui est d'augmenter de 35% le volume de textiles et chaussures réparés en France d'ici 2028, donc jusqu'à la fin de la période. Et il y a une enveloppe budgétaire qui est de 154 millions d'euros sur la période. La communication, on vient renforcer les actions de communication. Donc, c'est 2% minimum du budget qui est alloué aux collectivités locales qui vont mener des actions de communication et de sensibilisation envers les citoyens. Et sur la régénération, donc, il y a aussi beaucoup d'objectifs. Donc, on va beaucoup se concentrer là-dessus, hein, sur le reste de la présentation également, parce que vous faites tous partie de ces sujets-là et on tient quand même à passer un petit peu plus de temps dessus. On a un premier objectif qui est l'objectif le plus structurant pour la filière, c'est l'objectif de collecte. On collectait en 2021 34% de la mise en marché. L'objectif pour 2028 est fixé à 60% de la mise en marché. Donc, c'est quand même un objectif très ambitieux. Et cette augmentation de la collecte, elle va se faire grâce aux acteurs historiques de la collecte. Et à partir de 2025, on va pouvoir venir développer des nouveaux modes de collecte. Le tri, on a un objectif global de valorisation de 99,5%, avec au plus 0,5% des TLC collectés par l'éco-organisme qui vont faire l'objet d'une opération d'élimination. Le recyclage. Alors, sur le recyclage, on a des objectifs assez ambitieux également. Le premier, c'est qu'en 2027, 80% des TLC collectés qui vont être triés, qui vont être non réutilisés, vont devoir être recyclés.
L'autre objectif qui accompagne cet objectif de recyclage, c'est sur les fibres synthétiques, parce qu'en 2028, c'est 90% des TLC qui contiennent au minimum 90% de fibres synthétiques qui devront être recyclées. Et d'ailleurs, à ce titre, ReFashion réalisera une étude d'ici fin 2024 qui va permettre de déterminer les solutions de recyclage, les solutions et les techniques de recyclage qui sont identifiées pour voir si on peut atteindre ces objectifs ou non. Tout comme sur la consommation avec le fonds réparation, on a également une grande nouveauté qui est le fonds réemploi-réutilisation. L'objectif ici, c'est de maximiser le réemploi et la réutilisation, qui sont aujourd'hui des activités plus profitables que le recyclage, toujours pour le moment. Grâce à un double dispositif, il y a à la fois un fonds de 5% minimum des contributions annuelles qui sont dédiées aux acteurs de l'économie sociale et solidaire pour les inciter à faire du réemploi, et le financement d'actions complémentaires en plus de ce fonds-là, avec un budget annuel de 22 millions d'euros. Et enfin, un objectif sur la R&D. ReFashion, l'éco-organisme ReFashion doit consacrer chaque année minimum 5% des contributions financières au soutien d'actions de R&D, des études, des expérimentations industrielles qui vont permettre de développer le recyclage des TLC usagés non réutilisables. Donc, ça comprend plusieurs choses, la mise en place d'un accompagnement sur l'ensemble des phases de R&D, depuis les premiers stades de l'innovation, donc plutôt sur des niveaux de maturité technologique allant de 1 à 3, jusqu'à la production et la commercialisation, donc jusqu'à des niveaux de maturité technologique allant de 7 à 9. Et on a différents objectifs, mais il y a un objectif, c'est de venir financer des unités locales de préparation matière et de recyclage de ces matières, des solutions qui soient testées et validées. Donc là, ce schéma, ce graphique représente en fait la trajectoire de la collecte entre aujourd'hui et 2028. Donc vous voyez qu'il y a une progression chaque année. Donc, par exemple, sur 2023, c'est 20 000 tonnes supplémentaires à collecter, 45 000 tonnes supplémentaires à collecter en 2024 pour atteindre en fait 188 000 tonnes supplémentaires sur l'ensemble de la période. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez important. Et encore une fois, je le répète, c'est vraiment l'objectif structurant pour la filière. On va rentrer un peu dans le détail de toutes les évolutions qui sont à prévoir sur les 3 phases du cycle de vie du produit. Sur la production, on a vraiment cette mission de produire moins, mais mieux, de réduire les impacts. Donc, ça passe par l'éco-conception qu'on fait déjà depuis un certain temps, mais qu'on va accélérer. Les éco-modulations qui viennent vraiment accompagner le dispositif. Sur la consommation, l'idée, c'est de venir encourager les usages et les achats responsables. Donc, il y a la mise en place du fonds réparation. On vient aussi accompagner davantage les collectivités qui vont nous aider à venir sensibiliser les citoyens. Et il y a un coup d'accélérateur sur toutes nos actions de communication à destination du grand public, des citoyens. Sur la régénération, l'idée, c'est, vous l'avez compris, c'est d'accélérer sur la collecte des TLC usagés, de déployer, de mettre en place le fonds réemploi-réutilisation, qui a un objectif de durabilité et d'allonger la durée de vie le plus loin possible, de venir trier plus et mieux, et enfin de mettre la R&D au premier plan pour remplir l'ensemble de ces missions. Du coup, on va rentrer dans le détail au niveau des différents pôles et des différents points dont Sophie vient de vous parler. Au niveau du pôle production, la grande nouveauté avec ce nouvel agrément, ça va être l'accélération de l'éco-conception qui est prise en compte dans le cahier des charges. Il y a du coup l'éco-organisme va mettre en place tout un dispositif et va continuer le dispositif d'accompagnement à l'éco-conception qui était déjà mis en place pour aller plus loin et encore plus accompagner les metteurs en marché. Ça a passé par un ensemble d'outils différents, que ce soit la plateforme Ecodesign qui existe déjà depuis plusieurs années, les rendez-vous de l'éco-conception, le plan de prévention et d'éco-conception, l'évaluation environnementale ou le baromètre d'éco-conception. Tous ces efforts vont par la suite se retrouver au niveau des éco-contributions qui sont mis en place par le cahier des charges. Ces éco-contributions ne sont plus sous la forme d'un rabattement sous l'éco-contribution jusqu'à présent, mais par un bonus qui est versé par la suite aux metteurs en marché qui proposent des produits avec des performances environnementales meilleures. À aujourd'hui, il y a 3 critères clés qui ont été définis par le cahier des charges pour permettre de bénéficier de ces éco-modulations. Dans un premier temps, une éco-modulation sur la durabilité des produits,
donc avec un ensemble de tests qui doit être réalisé sur les produits pour assurer cette durabilité, une incorporation de matières recyclées dans les produits, et enfin, un ensemble de 8 labels qui ont été définis pour ces différents produits qui permettent d'obtenir cette écomodulation. En tout, sur la période, donc sur les 6 ans, c'est 240 millions d'euros qui pourraient être investis sous la forme de ce bonus d'écomodulation. Par la suite, au niveau du pôle consommation, le nouveau projet majeur, c'est le lancement de ce fonds réparation. C'est important de noter que ce fonds est à destination des citoyens. C'est les citoyens qui, par le biais de ce fonds réparation, vont pouvoir bénéficier d'un bonus réparation sur leur facture de réparation, que ce soit sur les textiles ou chaussures, pour pouvoir diminuer le coût de réparation. L'objectif est d'augmenter le taux de réparation, donc le faire croître de 35% sur la période. En tout, par ce fonds réparation, c'est 154 millions d'euros qui vont être investis en cumulé sur toute la période, avec une enveloppe qui va être de plus en plus conséquente au fur et à mesure de l'agrément. Au niveau des collectivités locales, il y a également un support à la communication qui est maintenu, mais qui évolue. Jusqu'à présent, le support à la communication se faisait par rapport au nombre d'habitants. Aujourd'hui, c'est un support à la communication qui va être ponctuel en fonction d'actions et qui va être corrélé aux actions de collecte. Il y a un catalogue d'actions qui maintenant est proposé, donc soit des collectes événementielles, des actions plus cibles jeunes, des actions citoyennes ou des campagnes biannuelles qui vont pouvoir être proposées par les collectivités locales, sur lesquelles ReFashion va pouvoir apporter un soutien financier par rapport aux actions. Tout ça dans le but d'augmenter la collecte pour venir soutenir l'objectif de collecte assez important qui est d'atteindre ces 60% de collecte par rapport à la mise en marché à l'horizon 2028. Enfin, il y a un boost qui est mis par l'éco-organisme au niveau de la collecte, de la communication, à destination des citoyens pour toujours les sensibiliser aux enjeux de la filière, aux bons gestes de tri et aux bons gestes de consommation pour pouvoir accompagner toute la transition de la filière et également accompagner la hausse du taux de collecte à atteindre en faisant passer les bonnes consignes de tri auprès de ce public. Donc, concernant les missions, les objectifs de l'aval de la filière, hein, qu'on appelle comme ça, et qui sont les actions recentrées pour le pôle régénération chez ReFashion, on a donc ce premier objectif ambitieux de collecter plus. Et je rebondis un petit peu sur ce que disait Antoine juste avant. L'idée, c'est aussi de venir sensibiliser les citoyens vraiment sur ce geste de tri. On sait qu'on a encore beaucoup de produits TLC, des déchets TLC à aller chercher dans les poubelles, dans les ordures ménagères résiduelles. Et ça passe par la sensibilisation des citoyens pour leur faire comprendre de venir déposer au bon endroit les TLC usagés. Donc, comme je disais tout à l'heure, on était en 2021 sur un taux de collecte de 34% de la mise en marché. On a un objectif d'atteindre 60% sur la période donc à 2028. Et donc, ça passe à la fois, comme vous pouvez le voir, en travaillant avec les acteurs historiques, bien sûr. On a tout un système de collecte qui est mis en place aujourd'hui et qu'il faut développer davantage. Il faut densifier les points d'apport volontaire. Donc, ça passe par les conteneurs sur l'espace public et l'espace privé, par les déchetteries, les collectes associatives, mais aussi les collectes par les distributeurs. Donc, ça, c'est ce qu'on connaît aujourd'hui qu'il faut accélérer, densifier et renforcer. Et enfin, à partir de 2026, vous pouvez le voir sur le graphique, il y a des nouveaux modes de collecte qui vont être développés. Donc, quand on dit nouveaux modes de collecte, ce sont de passer par des réparateurs, faire des tournées dans des zones rurales ou des zones qui sont moins bien desservies aujourd'hui. Mais ça est aussi passé par des collectes qui sont plus ciblées, des collectes ponctuelles. Et ça, c'est grâce à la nouvelle fonction de ReFashion, la fonction opérationnelle que nous n'avions pas jusque-là. Jusqu'à aujourd'hui, nous étions un éco-organisme financier et nous avons cette deuxième casquette d'organisme opérationnel qui va nous permettre de prendre en charge à partir de 2026, parce que le temps que ça se mette en place, la collecte avec des nouveaux prestataires qu'on aura identifiés et qu'on pourrait sélectionner par appel d'offres. On peut revenir un petit peu sur le fonds réemploi réutilisation qui est quand même très structurant également et qui est une des grandes nouveautés du cahier des charges et de ce nouvel agrément. Donc l'objectif principal, c'est vraiment de venir allonger la durée de vie des TLC en augmentant les quantités de TLC qui vont être réemployées, réutilisées au sein de la filière.
L'idée, c'est de venir favoriser des activités, des actions de réemploi et de réutilisation en France. Et donc, il y a 2 dispositifs qui sont mis en place, à la fois le fonds de 5% des contributions annuelles, qui sont dédiés du coup aux acteurs de l'économie sociale et solidaire, qui vont les inciter à remettre en état des TLC qui sont usagés. Donc, ça peut être des TLC qui sont endommagés, qui sont tachés, par exemple. Et on va pouvoir aussi venir financer des structures type structure ressourcerie, friperie, pour accélérer le réemploi et la réutilisation. Et on a également le financement d'actions complémentaires, en plus du fonds, avec un budget annuel de 22 millions d'euros. Tout ça, ça implique aussi Trier Plus, ça fait partie des grandes missions du pôle régénération et des acteurs qu'on implique au sein de l'aval de la filière. Parce que pour recycler, il faut qu'on puisse trier de plus gros volumes. Aujourd'hui, il faut qu'on développe les capacités de tri, mais aussi qu'on vienne trier de façon plus spécifique, de façon plus qualitative, pour obtenir des gisements qui correspondent à des cahiers des charges de transformateurs recycleurs. Donc, c'est vraiment important d'avoir ça en tête. Donc, c'est quelque chose qu'on va venir vraiment développer avec différents dispositifs. Donc, pour rappeler les chiffres, en 2021, c'est 191 000 tonnes de TLC qui ont été triées via les centres de tri qui sont conventionnés par l'éco-organisme. Et donc, on a un objectif de trier plus de 300 000 tonnes à horizon 2028. Donc, c'est aussi assez ambitieux. On sait que les capacités de tri sont manquantes aujourd'hui, donc il faut les développer davantage et vont pouvoir être portées par des acteurs qu'on aura identifiés, des acteurs existants en France et en Europe, les centres de tri qu'on connaît, mais aussi, bien sûr, en développant d'autres, en accompagnement des nouveaux centres de tri qui pourraient se créer sur le territoire. Et donc, il y a plusieurs étapes aussi qui sont prises en compte par le dispositif de l'agrément. Le tri, le surtri et la préparation des matières vont nécessiter des équipements automatisés qui vont nous permettre de faire du tri en plus grande quantité et de façon plus qualitative, qui vont vraiment venir répondre à des débouchés. Donc, on va venir accompagner les centres de tri, sur du surtri et sur du développement de capacités de tri. Et donc ça, c'est un petit peu aussi l'évolution du soutien historique envers les centres de tri. On sait aussi que les débouchés identifiés, les principaux quand même, sont à la fois les produits non tissés, donc ça peut être des produits d'isolation thermique, phonique, pour le bâtiment par exemple, pour la construction, donc ça c'est plutôt de la boucle ouverte. Mais on a aussi la plasturgie, donc ça c'est un gros sujet parce que ça concerne le recyclage du polyester, du polyamide et des autres fibres synthétiques, à la fois en boucle fermée, mais aussi en boucle ouverte. Et bien sûr, le débouché de la filature. Beaucoup de choses sont encore à faire sur ce point-là pour réintégrer de la matière recyclée dans des nouveaux fils, dans la conception de nouveaux produits, vêtements, linge de maison et chaussures. La R&D, qui est du coup la dernière mission du pôle régénération, qui va nous aider à atteindre l'ensemble de ces objectifs, est complètement indispensable. Donc, à court terme, on a un objectif ambitieux en 2024 de recycler 70% des TLC qui sont collectés, triés et considérés non réutilisables. Et donc, pour cela, on a identifié 3 leviers qui vont nous aider à pouvoir atteindre l'objectif. À la fois, on va venir mener des expérimentations de préparation matière, en boucle fermée et en boucle ouverte, bien sûr. On va mener des expérimentations pour adapter, intégrer les matières recyclées à la commande industrielle. Et on va accompagner l'industrialisation via notre appel à projet annuel. On y reviendra tout à l'heure. Et donc, l'ensemble de ces dispositifs sont amorcés, sont impulsés par la plateforme Recycle de Refashion, donc plateforme digitale sur laquelle vous êtes tous inscrits, qui est notre réseau des acteurs de l'aval de la filière. Pour rebondir sur ce que vient de dire Sophie et bien faire comprendre à quel point ce dispositif recycle est notre point d'entrée pour les sujets de R&D, c'est qu'il faut comprendre que ce dispositif qui a été lancé du coup en octobre 2021 a pour mission d'accélérer l'industrialisation du recyclage des textiles, chaussures et linge de maison usagés non réutilisables. À travers ce dispositif, on essaie de travailler sur 3 grosses missions
Dans un premier temps, qui est l'identification de l'écosystème, que ce soit les acteurs, les gisements, les produits, les différents projets de valorisation qui existent et qui sont en cours de développement, dans le but de pouvoir les centraliser, notamment à travers la cartographie qui est sur la plateforme. Il y a également deux autres missions que l'on met en avant, notamment le partage d'informations pour essayer de faire que les acteurs soient au courant des évolutions qui sont en cours dans la filière pour que tout le monde ait toutes les informations nécessaires pour pouvoir travailler et mettre en place des projets euh, industriels pour pouvoir valoriser ces textiles et ces chaussures usagées non réutilisables. Enfin, à travers ce dispositif, on a un rôle d'engagement et de création d'interaction entre les différents acteurs du recyclage pour permettre aux différents acteurs de se rencontrer, de travailler ensemble et de mettre en place des projets qui vont pouvoir permettre et servir cet objectif d'accélération de l'industrialisation. Et à travers tout ce dispositif, ça permet d'amorcer tous les différents sujets euh, de la R&D qu'on va vous détailler, que ce soit les expérimentations, les groupes de travail, également les appels à projets, qui vont pouvoir faire passer au stade supérieur ces différents projets de recyclage. Au niveau des appels à projets, qui sont quand même une entrée majeure pour pouvoir faire se développer des projets, il y a des collaborations que ReFashion a déjà mis en place cette année sur des appels à projets, que ce soit dans un premier temps avec Ecomaison sur toute la partie valorisation de textile, puisqu'il y a une partie de ce gisement, on va dire, le textile qui est commun aux deux éco-organismes, même si Ecomaison ne travaille pas exactement sur les mêmes typologies de produits que nous, mais des dispositifs qui pourraient se développer dans le cadre de cet appel à projet pourraient également aider la filière textile, linge de maison. Le deuxième appel à projet important cette année, c'est l'appel à projet Ormat, lancé par l'ADEME en février et dont la deuxième relève est au milieu du mois de juin, qui est lancé sur 6 thématiques de matières, mais dont deux qui sont intéressantes pour la filière TLC, que ce soit la partie textile ou plastique, puisque les plastiques sont extrêmement présents dans les produits de la filière, dans le but de pouvoir développer des solutions à un niveau plus industriel de valorisation de ces déchets. ReFashion ne laisse pas pour autant, avec ses collaborations, son propre appel à projet. Donc, le Challenge Innovation, qui depuis plus de 10 ans permet de soutenir des projets d'innovation euh, et de préparation des TLC en vue du recyclage. Ce challenge innovation est en cours de refonte pour pouvoir proposer avec des enveloppes plus conséquentes sur toute l'échelle de TRL, donc que ce soit des projets qui sont plus en développement jusqu'à des projets qui sont en phase d'industrialisation, pour pouvoir proposer un soutien financier et un accompagnement pour pouvoir permettre à ces projets de voir le jour. À aujourd'hui, le challenge innovation va être relancé progressivement, avec dans un premier temps un lancement plutôt événementiel sur la deuxième semestre de 2023, donc avec un nombre de projets et un spectre de projets plus restreint, une enveloppe financière plus restreinte, en vue de lancer à partir de 2024 des appels à projets beaucoup plus conséquents sur toute l'échelle de TRL et plutôt ciblés par thématique pour pouvoir bien venir accompagner tous ces projets d'innovation. Donc, nous avons lancé en début d'année une nouvelle campagne d'expérimentation. Vous avez dû être informé là, ces derniers temps parce qu'il y a eu plusieurs mailings qui sont partis. Donc, l'objectif de cette campagne d'expérimentation, c'est vraiment de venir mener des expérimentations qui sont basées sur des cahiers des charges des transformateurs recycleurs, cahiers des charges qui vont ensuite être soumis à des opérateurs de tri et de préparation matière. Ces expérimentations, elles vont contribuer en fait à prioriser les filières de recyclage qu'on estimera qu'il faudra industrialiser en France et en Europe. Donc sur le principe, ReFashion, l'éco-organisme finance le tri matière, le tri couleur, la préparation du gisement, donc ça comprend le délissage, le démantèlement, les finochages par exemple, le contrôle qualité, l'envoi de la matière et le test de recyclage qui va être mené par le transformateur recycleur. Et donc, le financement, il est vraiment basé sur des coûts qui ont été budgétés avec devis à l'appui. C'est important de le préciser. Et en fin de chaîne, en quelque sorte, le transformateur recycleur s'engage à tester, à faire un essai de recyclage sur la matière qui aura été envoyée. Et c'est lui qui vient déterminer la quantité minimum qui est nécessaire pour mener une expérimentation. Donc, toutes ces conditions et ce process ont en fait été écrits et sont co-gérés avec l'accompagnement du cabinet Deloitte
Voilà, donc depuis le début d'année et jusqu'à la fin des expérimentations. Et comment ont été sélectionnés les cahiers des charges? En fait, ils ont été sélectionnés sur la base de leur faisabilité et sur le potentiel aussi de débouchés commerciaux qui ont été identifiés. Voilà, l'idée, c'est de vraiment travailler sur l'ensemble de la chaîne et d'avoir identifié un débouché, un produit fini, semi-fini, qui sera viable économiquement et techniquement. Et donc, ces cahiers des charges sont disponibles en fait à la consultation sur un espace sécurisé pour les opérateurs de tri et les opérateurs de préparation matière qui vont pouvoir venir se positionner et candidater à un ou plusieurs cahiers des charges. Et ça, c'est jusqu'au 16 juin de cette année. Sur le calendrier général, qui est un calendrier tout de même prévisionnel, il y a 2 phases. Ça comprend à la fois une première phase qui nous permet d'identifier les solutions proposées, les solutions de préparation des expérimentations, qui seront validées en fait sur la période qui s'étale de mai à août. Et ensuite, il y a une phase, la deuxième phase, il y a une phase d'expérimentation à proprement dite qui va s'étaler de août à octobre 2023 à peu près. Et c'est plus tard, donc là c'est encore à définir bien sûr, c'est plus tard qu'on va venir mettre en place le deuxième type d'expérimentation, sont les expérimentations d'adaptation et d'intégration des matières qui auraient été préalablement préparées dans le cadre des premières expérimentations. L'objectif, c'est vraiment après de venir tester les matières recyclées qui sont issues des textiles, qui auront donc été préparées dans le cadre des expérimentations. Le budget donc de 5% alloué à la R&D, ça comprend aussi, pas que la R&D, ça comprend la R&D, ça comprend les études, ça comprend les expérimentations. Donc, on voulait faire un petit focus sur les études. Déjà, vous rappeler qu'on a mis à jour, on a actualisé 2 études majeures qui avaient été réalisées il y a quelques années, qui ont été mises à jour cette année, qui sont disponibles par ailleurs sur nos sites. On vous renverra les liens. Et donc, avec l'assistance du bureau, enfin, du cabinet d'études Terra, avec lequel on avait déjà travaillé au préalable, on a conduit donc, ces travaux d'actualisation sur ces 2 études. Donc, la première étude, c'est l'étude de caractérisation des flux entrants et sortants des centres de tri. C'est une étude qui vise à surtout améliorer la connaissance pour tous les acteurs de la filière, la connaissance sur la composition des flux qui sont collectés selon l'origine de la collecte. C'est quelque chose qui est pris en compte dans l'étude, et selon la répartition des flux sortants. Donc, pour donner un petit peu de détails, sur les flux entrants, ce sont 122 tonnes qui ont été analysées, ça représente à peu près 720 000 pièces, donc c'est pas rien, qui provenaient de 6 centres de tri qui ont participé à l'étude et qui nous ont permis de faire de la traçabilité sur l'origine de collecte. Et sur les flux sortants, c'est 15 tonnes qui ont été prélevées de façon aléatoire dans les catégories de tri, hors réutilisation, bien sûr, pour analyser la composition matière, les couleurs et bien sûr, un point important dans la préparation au recyclage, l'ensemble des perturbateurs au recyclage, les points durs, etc., qui sont une étape clé d'identification avant de passer sur du recyclage. Et la deuxième étude, c'est un état de l'art des outils automatisés pour le tri, donc matière, tri, couleur, qu'on a mené également et qu'on a mis à jour, qui permettent et qui sont en plus implémentés d'une veille technologique sur le délissage, ce qu'il n'y avait pas dans la toute première étude qui avait été faite. Et donc, c'est une étude qui va couvrir toutes les étapes de la caractérisation à la préparation matière en vue du recyclage. Et donc, vous avez accès à tout un panorama d'acteurs, de fabricants qui travaillent sur les différents sujets en France et en Europe. Donc, on vous renverra aussi le lien vers ces 2 études qui sont très intéressantes. Et voici une liste exhaustive, pour le coup, des études qu'on doit mener en tant qu'éco-organisme sur toute la période de l'agrément 2023-2028, qui sont indiquées dans le cahier des charges à gauche. Donc, on ne va pas rentrer dans chaque détail des études, mais vous pouvez voir qu'il y en a un certain nombre. Ce sont des études qui sont menées sur l'ensemble, les 3 phases du cycle de vie du produit. La toute première sur l'étude de recyclabilité,
L'échéance est assez proche parce qu'on doit fournir cette étude à la fin de l'année. Donc, on y travaille sérieusement en ce moment. Mais vous voyez qu'il y a aussi des études qui vont être liées, bien sûr, aux écomodulations, à la collecte, au tri, les études et les plans d'action qui sont menés sur les fonds, les nouveaux fonds réparation et le fonds réemploi-réutilisation, des études sur le recyclage, etc., etc. Et pour ne pas s'arrêter là, donc on a décidé d'aller plus loin et de mener une étude spécifique sur les chaussures, à l'instar de ce qui a été fait sur les matières textiles. On a constitué il y a quelque temps une base de données, une bibliothèque des matières textiles qui composent en fait les mises en marché en France, qui nous permettent de comprendre la diversité de toutes les matières textiles et qui ensuite sont des données fournies, fournies à des fabricants de machines qui vont faire de la reconnaissance matière. Et ça, c'est quelque chose qui a très bien fonctionné et qui nous permet de se perfectionner sur les différents projets d'innovation et de R&D sur lesquels on travaille. Et donc, on pense qu'il est important de mener le travail également sur les chaussures, ce qui n'a pas été fait jusque-là. Donc, on prévoit la création dans les prochains mois de cette bibliothèque matière chaussures également. C'est donc au total 50 millions d'euros qui sont investis pour soutenir les actions de R&D, les études, les expérimentations industrielles sur toute la période 2023-2028 et qui comprennent tous ces dispositifs dont je vous ai parlé et qu'on accélère dès maintenant grâce à vous. Et on a aussi beaucoup d'acteurs, d'autres acteurs à mobiliser qu'on va essayer de chercher. L'idée, c'est vraiment de travailler tous ensemble et continuer pour pouvoir accélérer l'industrialisation du recyclage des textiles et des chaussures qui sont usagés et non réutilisables. Alors, on peut prévoir un temps pour analyser un petit peu vos questions dans le chat, sachant que si on ne peut pas répondre à toutes les questions, on prendra bien sûr, l'idée c'est de vous fournir à l'issue du webinaire un guide avec les réponses à toutes les questions et puis peut-être aussi vous fournir un maximum d'informations sur les différents dispositifs et surtout aussi sur les différentes phases du cycle de vie du produit. Parce que là, on s'est quand même beaucoup concentré sur la phase régénération, mais il y a aussi tous les autres sujets. Sachez également, c'est important, que des webinaires vont être menés sur les autres sujets des autres pôles. Donc, restez à l'écoute et on vous tiendra au courant des dates de ces webinaires. Du coup, pour vos questions, vous avez un petit espace questions et réponses. N'hésitez pas à l'utiliser. Alors, il y a eu une première question qui était à laquelle Cécile, du coup, notre responsable innovation et recyclage, a répondu, qui était quand vous parlez de 80% de recyclage, on parle de boucle ouverte seulement ou un mix boucle fermée et boucle ouverte. Et du coup, il s'agit bien d'un taux de recyclage à l'horizon 2027 sur les TLC usagés non réutilisables, que ce soit tout débouché confondu, donc boucle ouverte et boucle fermée. Ouais, c'est une très bonne question. C'est important de le préciser. Dans le meilleur des mondes, on recyclerait en boucle fermée l'ensemble du gisement actuel et le gisement à venir, qui est quand même, vous l'avez compris, on va collecter plus, donc on va trier plus et on va devoir recycler plus. On aimerait faire, actionner le maximum de choses pour la boucle fermée, refaire du fil pour refabriquer des vêtements. Maintenant, les technologies de recyclage ne sont pas encore suffisamment industrielles pour pouvoir le faire. Et donc, la boucle ouverte est bien entendu une voie de valorisation complémentaire, à ne surtout pas écarter, sachant qu'on a identifié de nombreux débouchés possibles et imaginables. On vous renverra également, c'est important, deux cartographies qui ont été créées il y a quelques années par l'éco-organisme qui permettent d'identifier à partir du gisement toutes les solutions de préparation, de transformation matière et les débouchés possibles, que ce soit des produits semi-finis ou finis, en boucle fermée et en boucle ouverte. Est-ce qu'il y a d'autres questions auxquelles on pourrait répondre? Alors oui, il y a une question qui est sur l'étude de recyclabilité. Donc, est-ce que le rapport sera-t-il accessible? Alors oui, c'est une étude qui doit être menée et qui sera, quand elle sera prête, publiée, en effet. Tout à fait. Est-ce que vous travaillez conjointement avec les autres États de l'Union européenne, je suppose, pour définir des standards de production, réparabilité, de préparation des textiles pour le recyclage?
Alors, sur la partie plus, sur la partie, le périmètre géographique et les acteurs européens avec lesquels on travaille avec l'Europe de différentes façons sur les différents sujets. Sur les sujets qui sont plus liés à la conception, fabrication des produits, on travaille sur l'affichage environnemental. On travaille sur l'empreinte aussi des produits. Donc, on fait partie des consortiums avec les acteurs en question. On vous enverra également les informations plus détaillées. Il faut savoir aussi qu'on fait partie depuis 2 ans maintenant du projet REHUBS qui est mené par Euratex. Euratex qui est une fédération européenne qui travaille en fait sur justement le développement de hubs, on va dire de centres européens de recyclage. Donc on travaille vraiment main dans la main avec eux sur l'évolution des projets parce qu'on a tous compris que bien que les actions doivent être un maximum locales, si on peut dire ça, et territoriales, demain, le recyclage, il s'entend à l'échelle européenne. C'est vraiment important d'avoir ça en tête. On ne pourra pas tout faire sur le territoire français. Donc, c'est important aussi voilà, de se connecter avec ces consortiums européens. La suite, il y a une question sur la valorisation de production et si est-ce qu'elle peut être intégrée sur les différents axes de soutien sur la R&D. Alors aujourd'hui, les différents dispositifs qu'on finance, qu'on soutient financièrement, la priorité est mise sur le gisement post-consommation des citoyens, des ménages. Et quand on dit post-consommation, ça exclut un certain nombre d'éléments. Ça exclut les invendus des marques, ça exclut les déclassés, les fins de rouleau, mais ça exclut également les chutes de production. Notre cahier des charges nous porte des missions sur le gisement post-consommation des ménages uniquement. Alors, il y a plusieurs questions sur la partie intégration de matières recyclées. Par rapport à ça, il va y avoir des communications qui vont être mises en place pour être plus clair sur le sujet parce que c'est un sujet qui est assez complexe et qui mérite des communications à part et détaillées pour pouvoir apporter vraiment tous les détails sur ce dispositif qui est mis en ce gros changement à ce niveau-là. Mais il y a notamment une question qui parle du gisement venant des bouteilles. Est-ce qu'il sera accepté? La réponse est non. Il ne rentre plus dans le scope de ce qui peut être intégré comme matière. Tout ce qui va être les plastiques de grade alimentaire ne pourront plus être soutenus dans le cadre de l'écomodulation sur l'intégration de matières recyclées. Oui, c'est bien de le préciser, en effet, des communications vraiment spécifiques sur les écomodulations, donc pas que l'écomodulation liée à l'intégration de matières recyclées, mais également les autres. Un webinaire va venir, il y aura des communications bien spécifiques sur ces sujets-là. Et ce sera important aussi de pouvoir échanger avec nos collègues du pôle production qui accompagnent tous les jours les metteurs en marché pour comprendre les décrets, pour comprendre les lois qui s'appliquent à leur activité. Bon, est-ce qu'il y a d'autres questions différentes éventuellement? Vous pourrez aussi toujours revenir vers nous. Vous avez nos contacts, hein, que ce soit Antoine ou moi-même. S'il y a des questions qui viennent à l'issue du webinaire, on est disponible. Et puis, on vous enverra toutes les informations nécessaires, donc que ce soit la présentation, le replay, bien sûr, et puis voilà, des réponses, on va dire, un peu plus détaillées à toutes les questions qui auraient été posées. J'ai deux autres questions. Euh, alors, c'est sur le fait, est-ce qu'on a des infos sur la collecte et l'avenir des textiles professionnels? Alors, en effet, ça ne fait pas partie du scope, du périmètre, les vêtements professionnels, que ce soit du vêtement, du linge ou de la chaussure professionnelle, tous les équipements de protection, etc. Ça ne fait pas partie du cahier des charges de l'éco-organisme aujourd'hui. Ce n'est pas prévu que ça rentre, en tout cas à court terme, dans le cahier des charges. C'est plus des discussions qui sont menées au niveau européen, pour le coup. Il pourrait y avoir une REP ou un autre fonctionnement à l'échelle européenne qui traiterait de ce sujet-là. C'est vrai qu'on est beaucoup sollicité aujourd'hui. Il y a aussi, il faut savoir, il y a quand même des acteurs en France, des recycleurs, des transformateurs qui se positionnent, donc complètement indépendamment de l'éco-organisme, hein, mais qui se positionnent sur de la gestion de vêtements et enfin, textiles et chaussures professionnelles. Je pense par exemple
à Renaissance Textile, qui est situé à Laval, qui étudie aussi ce gisement-là. Donc, il y a des acteurs quand même qui étudient ce gisement. Mais aujourd'hui, ça ne rentre pas dans le cadre du cahier des charges de l'éco-organisme. Ensuite, il y a une question sur est-ce qu'il existe des synergies de communication entre les éco-organismes et toutes les REP? Oui, oui, oui. Il y en a bien sûr, alors à différents niveaux, à des niveaux politiques. Il y a plusieurs consortiums aussi d'acteurs qui se réunissent avec les différents éco-organismes pour mettre en marche les REP, se coordonner, voir comment on peut travailler ensemble. Mais il y a aussi à des niveaux plus opérationnels, je dirais. Typiquement sur nos sujets hein, qui nous concernent plus sur la partie recyclage, transformation, évolution des techniques des technologies de recyclage. Il y a des groupes d'experts qui existent et qui réunissent aussi des ingénieurs experts matières ou autres des différents éco-organismes. Donc, on échange régulièrement quand même avec les éco-organismes. Et dans ce cadre, c'est aussi pour ça qu'on a entamé les discussions en début d'année avec Écomaison pour venir vous aider, vous accompagner et vous pousser aussi à candidater, si vous avez des projets, à l'appel à projet d'Écomaison. On a des matières qui sont communes et donc il fait sens de mobiliser les efforts. Bon, bah, écoutez, je pense qu'on peut clôturer le webinaire. Voilà, on revient vers vous avec tous les éléments dont on a parlé. Et puis, si vous avez des questions en parallèle, de toute façon, on est disponible au téléphone ou par mail. Et puis, on reste en contact sur les différents projets sur lesquels on travaille. Voilà, on est toute l'équipe et en tout cas disponible. Merci à tous.